Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. La campagne électorale pour les législatives du 6 mars se termine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Élection que l'opposition a décidé de ne pas boycotter, de quoi susciter l'intérêt des populations. Le Botswana redevient la juridiction minière la plus attractive en Afrique. C'est ce qui ressort du classement 2020 du Fraser Institute. Le pays doit cette progression à une meilleure perception de sa réglementation par les acteurs du secteur. Et puis, le flux monétaire engendré par les exportations du bétail en 2020 se chiffre à plus de 91 milliards de francs CFA au Mali. Des chiffres que le pays compte améliorer grâce au Prodevim, un programme pour la valorisation du bétail malien. Mais tout d'abord, l'opposante béninoise Rekia Madougou, candidate recalée du parti Les Démocrates à la présidentielle du 11 avril prochain, a été arrêtée ce mercredi 3 mars par la police républicaine. Rekia Madougou a été interpellée à la sortie d'un meeting politique par la police en exécution d'un mandat d'amener de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Aucune déclaration officielle sur les raisons de son arrestation n'a encore été émise par le gouvernement, mais selon son avocat, maître Renaud Agbodjo, elle serait poursuivie pour association de malfaiteurs et terrorisme. Samedi 6 mars, les électeurs ivoiriens iront aux urnes pour élire leurs députés. La campagne électorale qui a débuté le 26 février dernier s'achève aujourd'hui pour ce scrutin législatif auquel l'opposition a décidé de prendre part après avoir boycotté l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il va sans dire que la ferveur dans les deux camps est palpable sur le terrain. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. En Côte d'Ivoire, contrairement à la présidentielle de 2020, les législatives du 6 mars 2021 suscitent un engouement chez les partisans du pouvoir comme de l'opposition à Abidjan. Que ce soit à Yopougon, fief des pro-Gbagbo, ou à Abobo, acquis au parti au pouvoir RHDP, les populations montrent un intérêt pour ces élections. On les retrouve aux différentes activités comme les meetings, caravanes et bien d'autres. Bon, la campagne se déroule très bien, j'ai vu ça tranquille. Il y a de l'ambiance, on s'amuse. Donc, il n'y a rien à dire. Nous sommes heureux de rentrer dans la campagne législative. Voilà, pour nous sortir nos représentants à l'hémicycle qui vont défendre la voix de surtout nos parents. La ferveur des législatives est aussi effective dans les contrées reculées du pays. Dans ce village, par exemple, la campagne a l'allure festive. Les enfants, les jeunes, les adultes et même les personnes du troisième âge sont au rendez-vous. Ici, tous saluent la maturité politique des candidats de leur zone. Ils n'ont jamais agressé quelqu'un, ils n'ont jamais dit que lui là, c'est pas un bon type pour qu'il soit candidat. Non. Chacun parle de son projet, mais ils n'ont jamais attaqué leurs adversaires. L'élection n'est pas une guerre. Tout le monde a apaisé, tout le monde est prêt pour les élections. Il n'y a plus de peur. Ouverte le 26 février, la campagne électorale pour les législatives du 6 mars prend fin le 4 mars 2021. 255 députés sollicitent dans ce sens les suffrages de 7,5 millions d'électeurs. Au Tchad, une partie de la société civile s'est réunie ce mercredi 3 mars pour discuter d'actions à mener dans les prochains jours afin d'alerter les Tchadiens et la communauté internationale sur le climat politique délétère qui règne dans le pays suite à l'attaque par les forces de sécurité de la résidence du candidat Yaya Dillo qui a fait au moins 3 morts. La société civile tchadienne, en chœur avec l'opposition politique, dénonce cette attaque qu'elle qualifie d'inadmissible à quelques semaines de l'élection présidentielle du 11 avril. Le porte-parole du collectif Stop Ça Suffit, qui réunit une quinzaine d'associations, a notamment qualifié le silence de la communauté internationale face à ces violences de très décevant. Malgré la crise économique accentuée par la pandémie de coronavirus, le gouvernement tunisien a continué à embaucher du personnel dans la fonction publique. Résultat des courses, une masse salariale qui a atteint 17,6% du PIB. Certes, 40% des nouvelles embauches effectuées par l'État en 2020 étaient destinées au secteur de la santé, mais cette situation n'arrange plus les finances publiques. Le FMI tire la sonnette d'alarme. Samantha Sabero.
Selon un document publié par le Fonds monétaire international sur la situation économique de la Tunisie, la masse salariale de la fonction publique a atteint 17,6% du produit intérieur brut. Au total, 40% des nouvelles embauches effectuées par l'État en 2020 l'ont été dans le secteur de la santé. En effet, la masse salariale de la fonction publique tunisienne est actuellement l'une des plus élevées au monde par rapport à son PIB. D'après le FMI, cette hausse est en partie due à la pandémie du Covid-19 qui a augmenté les besoins urgents du pays dans les secteurs sanitaires, poussant ainsi les autorités à engager plus de personnel. La hausse de la masse salariale effectuée par la Tunisie se justifie pleinement et ça a été validé par les autorités du FMI qui considèrent qu'à l'heure actuelle, le plus important, c'est de sauver des vies. Or, le système de santé tunisien a été fortement impacté par la pandémie du Covid-19 et donc il est tout à fait normal que les autorités cherchent à renforcer ce domaine-là. Ces nouvelles embauches qui ont pu être nécessaires pour faire face à la pandémie n'arrangent plus les finances publiques de la Tunisie qui sont déjà sous double contrainte d'un déficit budgétaire important, 11,5% hors dons, et d'une dette publique en hausse. Le taux de chômage a en effet augmenté, atteignant ainsi 17,4% au cours du quatrième trimestre 2020. Une partie de cette augmentation de la masse salariale a été aussi accompagnée par une diminution d'un certain nombre d'investissements et de subventions qui étaient accordés par l'État. Il est clair que c'est une sorte de politique de quoi qu'il en coûte, mais elle ne pourra pas se faire ad vitam aeternam, d'autant plus que, en fait, d'une manière générale, sur quoi comptent les États pour essayer de résorber ces augmentations. Afin de remédier à cette situation, le ministre des Finances, Ali Kouli, a exprimé l'intention de son gouvernement d'obtenir un nouveau financement de l'Institut financier international. Pour obtenir ce financement supplémentaire, l'État tunisien devra essayer de stopper l'évolution du chômage et de la dette et de réduire sa masse salariale. Le Botswana reprend sa première place sur le classement des juridictions minières les plus attractives en Afrique de l'Institut Fraser. Selon ce classement, le Botswana est en tête sur le continent, aussi bien au niveau des politiques minières que du potentiel minéral. Le premier producteur africain de diamants retrouve une place qu'il avait perdue en 2019 au profit de la Guinée. Plus de détails avec Philomène. Le Botswana, premier producteur africain de diamants et deuxième mondial, est redevenu la juridiction minière la plus attractive en Afrique après avoir perdu cette place en 2019 au profit de la Guinée, d'après le rapport 2020 de Fraser Institute. Sur le plan mondial, le Botswana est passé de la 44e place en 2019 à la 11e en 2020. Le secteur minier est porteur de développement d'abord au niveau de la gestion du secteur minier. C'est là les défis et c'est lorsque le secteur minier est géré de façon optimale, tout en respectant l'environnement et en respectant tous les traités internationaux en matière de gestion, ainsi que la gestion des revenus du secteur minier. En ce moment, le secteur minier peut contribuer de façon efficiente au développement. Le Botswana est en effet passé de la 22e place mondiale dans le rapport précédent à la 15e place en 2020. Toutefois, le Fonds monétaire international recommande fortement au pays de créer une main-d'œuvre qualifiée et d'entamer la réforme concernant les recettes fiscales. Le Botswana a démontré au courant des années précédentes une optimisation et une maîtrise de la gestion du secteur minier. Mais au-delà de ça, le Botswana doit avoir une idée de développement et de diversification des autres secteurs. C'est-à-dire, le Botswana doit avoir un plan B. Le plan B, à mon avis, c'est le plan A, c'est-à-dire le plan agricole. Le plan B du Botswana serait de diversifier ses ressources à l'exportation au niveau du secteur agricole ou d'utiliser le secteur minier pour optimiser le secteur agricole. Le Botswana est souvent plébiscité pour sa gestion rigoureuse de ses recettes minières. L'économie du pays est largement dépendante du secteur minier avec environ 20% du produit intérieur brut en moyenne. Lancé au Togo en 2011 avec l'appui de la Banque mondiale, le projet d'appui au secteur agricole avait pour but le renforcement des capacités productives de ses bénéficiaires et la promotion des pratiques durables pour l'environnement en accompagnant le développement du secteur agricole. Le PASA est arrivé à terme en 2020. Il a notamment donné un coup de pouce aux principales filières d'exportation du Togo que sont le café, le cacao et le coton. Ameneji nous en dit plus.
Le projet d'appui au secteur agricole lancé en 2011 au Togo avec le soutien de la Banque mondiale est arrivé à terme en 2020. Ayant touché près de 300 000 acteurs agricoles selon les chiffres officiels, il a donné un coup de pouce aux principales filières d'exportation que sont le café, le cacao et le coton, boostant le volume de production de 10 843 tonnes en 2011 à 213 165 tonnes en 2020. Lorsqu'on prend spécifiquement le cas du coton, il y a eu de véritables soucis s'agissant de la gouvernance de ce secteur et aussi des soucis par rapport au niveau de prix international puisque le Togo reste relativement un petit pays et qui ne peut pas influencer le niveau de prix mondial. Les actions de structuration et de financement menées par le programme ont permis de faire passer la production de cacao de 6 126 tonnes en 2011 à 14 264 tonnes en 2020. Outre ces performances enregistrées, la qualité des productions a connu une nette amélioration. Les acteurs ont bénéficié de formations et de renforcement de capacités, ce qui a abouti à une augmentation de plus de 35% du revenu des producteurs. Les appuis que le gouvernement togolais a eu de part avec les institutions internationales, notamment la Banque mondiale, ont permis quand même de relancer ces filières-là et les résultats les plus probants concernent évidemment la filière de coton et qui reste quand même une filière qui contribue beaucoup aux exportations du pays. Après l'exécution du projet d'appui au secteur agricole, les perspectives pour les différents acteurs se concentrent désormais sur la promotion de la transformation locale pour le café et le cacao et sur une production quantitative et qualitative pour le coton. Également dans l'actualité, le Rwanda est devenu ce mercredi 3 mars le premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus avec la livraison d'environ 100 000 doses. Le pays de 12 millions d'habitants avait reçu plus tôt ce mercredi 240 000 doses du vaccin AstraZeneca, une première livraison dans le cadre de l'initiative COVAX, le dispositif qui vise à fournir des doses du vaccin anti-Covid aux pays à faible revenu. Au Mali, le PRODEVIM, le programme de développement de la viande à l'exportation, nécessite quelques améliorations. Si les exportations de bétail représentent 21,19% du montant total des exportations du pays en 2020, le Mali reste confronté à la problématique de la qualité des produits à l'export. Ameneji. Au Mali, le programme de développement de la viande à l'exportation révèle que le flux monétaire engendré par les exports du bétail se chiffre à plus de 91 milliards de francs CFA, représentant 21,19% du montant total des exportations du pays. Les autorités veulent à long terme assurer le développement de l'exportation, améliorer les revenus des producteurs en vue d'accroître la valeur ajoutée de cette filière à l'économie nationale. Le Mali est l'un des plus grands exportateurs de viande en Afrique de l'Ouest. Le montant estimé d'exportation de viande s'élève à quasiment 91 milliards de francs CFA. Donc c'est vraiment un secteur assez stratégique en sachant que 20% des exportations maliennes sont des exportations de viande. Donc je pense que c'est un secteur à ne pas négliger pour l'économie du Mali. Le sous-secteur de l'élevage à lui seul représente une source de revenus pour plus de 30% de la population. En 2018, le montant des exportations d'animaux vivants a été estimé à 139 milliards de francs CFA. Malgré ce potentiel, la production de viande est confrontée à l'éternelle problématique de la qualité. En matière de qualité, je pense que le Mali doit mieux faire et essayer de mettre en place un élevage qui puisse prendre en considération les bêtes et mettre en place des structures afin de mieux protéger les bêtes, de s'occuper de leur état de santé et de pouvoir conserver les animaux et les vendre dans de bonnes conditions. Je pense que c'est la solution afin que le Mali puisse obtenir en tout cas un élevage encore plus efficace et améliorer son système. En matière de production et d'industrie animale, le Mali est classé au premier rang dans l'espace UEMOA et au deuxième rang dans l'espace CEDEAO après le Nigeria, d'où l'existence d'une potentielle transformation du bétail en viande. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.